Et demi politique de France Info avec Yannick Halimi du Parisien. Bonjour avec notre invité que vous découvrez peut-être pour certains, Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Député du Nord pour la France Insoumise, vous êtes l'une des nouvelles têtes de l'Assemblée nationale. Vous avez 27 ans, vous n'avez pas eu l'air impressionné par vos premiers pas dans l'hémicycle où vous avez fait forte impression dès vos premières interventions, notamment on y reviendra contre la loi travail, l'Assemblée qui a voté hier soir l'interdiction des emplois familiaux de collaborateurs pour les ministres. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Comme plusieurs éléments d'ailleurs qui figurent dans cette loi pour redonner confiance dans la vie publique. Nous, ce que nous disons, c'est que tout ce qui va dans le bon sens, de toute façon, nous le votons. Nous ne sommes pas une opposition de principe. Quand ça va dans le bon sens, il faut le dire aussi. Par contre, effectivement, sur ce projet de loi, on essaye de décaler un peu le débat sur d'autres thématiques qui sont volontairement oubliées. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que le principal problème, finalement l'unique problème en ce qui concerne la confiance des Français dans leurs représentants et dans la vie publique de manière générale, tient au comportement des parlementaires. C'est en partie vrai, mais il ne faut pas focaliser là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'angles morts dans ce projet de loi, notamment sur les lobbies. L'exécutif. Non, mais alors ça, même sur l'exécutif, c'est vrai qu'au démarrage, il y avait un fort décalage entre le fait que l'exécutif soit absolument exigeant du point de vue des parlementaires et lui demande d'appliquer des choses qui ne s'appliquaient pas à lui-même. C'est notamment le cas de la question de la réserve ministérielle dont nous sommes venus à bout à force de débat au sein de l'hémicycle. Mais ce que je dois dire, c'est que je pense qu'on se trompe de cible si on ne vise uniquement que les parlementaires. Oui, comme dans tout domaine, il y a des brebis galeuses, mais il y a aussi une grande majorité d'élus qui sont déjà exemplaires dans leur comportement. Par contre, ce projet de loi ne parle pas des lobbies, ne parle pas des pouvoirs de l'argent, nous l'avons dit. Mais c'est de la vie publique, c'est même de la vie politique dont il s'agit. Donc, oui, bien sûr, sauf que à chaque chose son combat, non ? À vouloir trop étendre non, je pense au CAC 40, aux entreprises, au PDG, est-ce que vous risquez de ne pas rater votre cible et de donner des coups d'épée dans l'eau ? Non, parce que quand on parle par exemple des lobbies, c'est un vrai sujet. Les lobbies, oui, absolument. Les lobbies notamment. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une telle défiance aujourd'hui vis-à-vis de la classe politique que sur une réforme comme celle-ci, qui, a priori, en tout cas par le principe, va dans le bon sens. Vous êtes d'accord avec le principe ? Le principe, oui, mais on ne peut pas rester au milieu du gué, il faut aller au bout. Et s'il s'agit simplement de mettre au pilori les parlementaires, vous savez, ça participe aussi après de la petite musique dans le pays selon laquelle le problème, c'est les élus. Non, les élus font pour la plupart bien leur travail. Je vais vous laisser poursuivre, Adrien Quatennens. Je vais juste vous faire écouter une réponse de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'est un texte qui a de l'ambition, qui a des lignes fortes et donc forcément il suscite des réactions. Mais le texte avait une visée précise. Il portait sur les acteurs de la vie politique. Et bien tout simplement parce qu'une loi en 2016 a été adoptée qui déjà apportait un certain nombre de réglementations et de limites pour tout ce qui concerne la déontologie des fonctionnaires. C'est à mon avis, pas dans l'objectif de la loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Désaccord sur le périmètre en clair Moi, je pense qu'on peut l'élargir. Encore une fois, il y a un peu une logique d'épouvantail. On focalise sur les parlementaires pour protéger notamment les lobbyistes, pour protéger des intérêts particuliers. C'est ce que nous disons dans l'hémicycle. S'il y a des corrompus, c'est aussi parce qu'il y a des corrupteurs. Et donc il s'agit aussi de juguler les causes. Mais vous allez déposer de nouvelles propositions de loi, vous avez toute une législature. Donc de fait, ça n'entre pas dans le périmètre de la loi. Est-ce que vous allez prendre des initiatives, vous, la France Insoumise, pour déposer des textes touchant les points que vous soulevez, notamment dans le domaine des entreprises ? Bien évidemment, nous le ferons. Mais je pense véritablement qu'au démarrage du quinquennat, l'ambition initiale de M. Bayrou, qui était de vraiment aller le plus loin possible, n'est pas atteinte. C'est-à-dire qu'on reste au milieu du gué. Nous avons par exemple proposé, au moment où le projet de loi était en discussion... Vous regrettez qu'il soit parti du gouvernement ? C'est pas la question, c'est juste que par exemple, nous l'avions rencontré, une délégation de la France Insoumise avait rencontré en disant il faut aller au bout du chemin. Par exemple, proposer le droit de révoquer les élus. Parce que le problème de confiance ne tient pas uniquement au ticket de caisse des parlementaires. Ça, ce n'était pas dans le projet de loi initial. Non, mais justement, nous le réclamions. C'est-à-dire que nous disions, le problème de confiance... Vous avez le sentiment de ne pas avoir été beaucoup entendu par la majorité ? Le problème de confiance, il est surtout dû au fait que beaucoup d'élus font des promesses qu'ils ne respectent pas. On a vu que de ce point de vue-là, le quinquennat précédent a été dévastateur. C'est-à-dire des promesses et puis une direction qui est parfois opposée. Des propositions de loi qui ont été ramenées par la fenêtre alors que jamais ça n'avait été annoncé. Le problème de confiance tient d'abord à ça. C'est pas en disant on va laver plus blanc que blanc les parlementaires qu'on va tout régler. Encore une fois, je veux bien qu'on me comprenne. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il faut pas. Mais je pense que le projet de loi
en focalisant là-dessus, rate sa cible. Et c'est pour ça que nous, on essaye d'amener les questions du pantouflage, des conflits d'intérêts, des lobbyistes. Et vous l'avez vu également, la question du verrou de Bercy. Ça en est quand même fallu on en a parlé d'ailleurs hier avec l'intéressé. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il s'en est fallu de 22 voix, parce qu'il y avait un assez large consensus, mis à part le groupe La République En Marche. À 22 voix près, on mettait à mal ce verrou de Bercy qui fait que Bercy a le monopole sur les poursuites fiscales. L'actualité sociale, Adrien Quatennens, ce sont deux entreprises en difficulté, GMS, Team. Team annonce d'une reprise hier avec 446 emplois sauvés. Du côté de GMS, dans la Creuse, une visite aujourd'hui du repreneur, du patron de GMD, le repreneur qui va racheter les murs. Vous trouvez que le gouvernement fait son travail ? Écoutez, en tout cas, pour ce qui est de GMS, il y a eu une implication du gouvernement. Alors après, on peut discuter des contours. Ça aboutit sur le fait que vraisemblablement, si le projet de reprise qui est étudié aujourd'hui et pour lequel les salariés vont recevoir d'ailleurs le repreneur aboutit, on va avoir, je crois que c'est 456 emplois sauvés donc à Team, et pour GMS c'est 120 emplois. 120, Bon, c'est mieux que rien. Le plus important, effectivement, c'est de préserver l'emploi à tout prix. Je pense notamment, effectivement, GMS, à la souterraine, c'est un bassin d'emploi. Si ça disparaît, c'est toute l'économie locale qui est mise à mal. Donc vous estimez que le gouvernement, en intervenant au moins en amont dans les deux dossiers dont Nicolas vient de parler, voire plus avec STX, puisqu'il est question de nationaliser l'entreprise, vous pensez que l'État, le gouvernement, a raison de faire ainsi ? Je pense qu'on pourrait en tout cas aller plus loin encore. Par exemple, sur GMS, on aurait pu impliquer davantage encore les constructeurs, je pense. Bon, Peugeot, Renault. Voilà. Et sur Team, il faut dire que les salariés, eux, ont senti le décalage entre certains dossiers sur lesquels, parce qu'il y avait une exposition, notamment le gouvernement s'engageait pleinement, mais c'est vrai que les salariés de Team n'ont pas eu l'occasion d'avoir les visites gouvernementales et l'appui du gouvernement qu'ils auraient pu attendre. Après, globalement, encore une fois, on est là dans quelque chose de symptomatique. On va avoir des offres de reprise, mais on est sur un vrai problème qui est le problème de l'économie en France. C'est qu'il faut d'urgence relancer l'activité et puis également, nous le proposons, envisager un protectionnisme solidaire qui fasse en sorte que on stoppe ce grand déménagement du monde qui fait que on délocalise. Parce que là, on jugule un problème à l'instant, ponctuellement, mais ça va continuer à se répéter. C'est une politique économique globalement qu'il faut modifier. On continue d'en parler dans quelques instants après un point sur l'info à 8h40. Nins, député La France Insoumise du Nord, et l'invité de France Info. On va revenir sur le dossier STX, Jannick Halimi. Oui, Adrien Quatennens, vous êtes favorable ou pas à la nationalisation de STX comme prévoit de le faire le gouvernement ? Moi, je pense que quand c'est une nécessité pour sauvegarder l'emploi et pour continuer à maîtriser l'ouvrage, il faut le faire. Voilà. Donc vous approuvez le gouvernement ? De ce point de vue, oui. Je pense que là, effectivement, sur ce point, il faut le faire. Très bien. Un autre dossier, les APL qui nous occupent depuis plusieurs jours maintenant, une baisse de 5 € par mois à partir du mois d'octobre. Vous trouvez que c'est une injustice, ce coup de rabot ? Oui, clairement. C'est-à-dire que là, finalement, la séquence politique nous offre l'occasion d'une vraie clarification. Derrière des intentions a priori parfois louables et vendeuses, Emmanuel Macron procède. Il y avait un doute encore jusqu'à présent sur l'esprit de justice d'Emmanuel Macron ? Non, pas pour nous, parce que nous avons fait campagne là-dessus, sur le fait qu'il y avait une illusion de façade, mais que derrière, il y avait la continuité des mêmes politiques. Moi, je disais pendant la campagne qu'Emmanuel Macron, c'est le renouveau sans changement. C'est très habile comme méthode. On a changé les personnages, les costumes aussi, donc le casting, mais le scénario reste le même, c'est les mêmes politiques. Là, typiquement sur la question des APL, en plus, il faut voir le moment auquel on le fait. C'est-à-dire qu'on parle de retirer 5 € par mois. Je crois que c'est 6,5 millions de personnes qui touchent les APL aujourd'hui. Et dans le même temps, on a le fait que l'ISF est recentré sur les valeurs immobilières. Il y a un manque à gagner de 3 milliards sur l'ISF. Et là, on parle de 36 millions par mois, je crois. Donc finalement, Emmanuel Macron, comme je disais l'autre jour, c'est l'anti-Robin des Bois qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Et ça commence à se voir. Donc, oui. Pardon, est-ce que l'équilibre des finances publiques en tant que tel, comme objectif, vous l'agréez ou pas ? Alors, les modalités, on a compris que vous n'étiez pas tout à fait sur la même ligne que le gouvernement, mais l'exigence d'équilibrer les comptes. Le problème, c'est que là, encore une fois, c'est même pas quelque chose de français et de souverain. Qu'il soit question de la loi sur le code du travail, on en parlera peut-être après, ou même des politiques budgétaires, on a finalement un pilote dans la cabine, Emmanuel Macron, mais l'appareil est en pilotage automatique depuis la Commission européenne,
puisqu'il s'agit toujours, et c'est comme ça qu'on nous vend d'ailleurs les politiques budgétaires, qui ont derrière des réalités économiques et sociales lourdes. Il s'agit simplement de respecter la fameuse règle des 3%, même de faire mieux que les 3%. Oui, mais M. Macron s'est fait élire tout de même sur cette ligne-là. Vous restez toujours sur la vôtre, extrêmement eurosceptique, voire plus pire. Non, c'est pas ça. C'est que, en l'occurrence, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Europe, qui est censée protéger, amène des tensions économiques et sociales qu'elle est censée juguler à son origine. Nous, c'est ce que nous disons. D'ailleurs, eurosceptique, bon, c'est un terme dans lequel vous mettez à peu près tout et n'importe quoi. Mais nous, pour notre part, ce que nous disons, c'est qu'il faut un rapport de force en Europe pour que la politique européenne cesse d'être alignée sur les intérêts, notamment économiques, de l'Allemagne. Et effectivement, que ce soit sur le code du travail ou sur les politiques budgétaires, c'est directement les traductions des maquettes de la Commission européenne. Mais là, en l'occurrence, sur les APL, effectivement, c'est d'une dureté sociale absolue. Hier, nous avons fait la démonstration dans l'hémicycle que 5 € par mois... avec le panier de provision voilà, mais à un moment donné, il faut faire en sorte de donner une réalité concrète à ce qui se produit. C'est pas toujours facile, mais en l'occurrence, oui. Ça manque à l'Assemblée, vous trouvez ? Grâce à nous, peut-être moins, parce qu'on essaye de faire en sorte quand même que ça puisse résonner à l'extérieur. Il ne faut pas cloisonner nos débats simplement à l'Assemblée. On n'est pas un peu dans le spectacle, dans le show, avec ce genre de mise en scène qui était préparée, évidemment ? Non, ne pas dire qu'il y a de la mise en scène, ce serait vous mentir. Mais en l'occurrence, notre objectif, quel est-il ? Nous sommes 17, nous avons un groupe, nous avons donc un temps de parole. L'idée, c'est de l'utiliser de manière la plus efficiente possible. Pour nous, il s'agit de nous faire entendre, à la fois à l'intérieur, mais je le disais aussi, à l'extérieur de l'Assemblée. Et vous savez, moi, quand je retourne à Lille, les premiers commentaires que j'ai, c'est finalement, on est nombreux maintenant à ne plus s'endormir devant la chaîne parlementaire. Ça passe par là aujourd'hui, il faut des coups d'éclat pour que les gens regardent les débats à l'Assemblée ? Je ne sais pas si coup d'éclat est le bon terme. En tout cas, il faut ciseler les interventions et la forme et la manière d'intervenir pour que ça puisse parler. Quand vous apportez un panier de provisions de 5 € dans l'hémicycle, tout de suite, on voit de quoi vous parlez. Vous trouvez que c'est utile ? L'arène parlementaire est utile, en tout cas. Vous niez pas son utilité malgré la cacophonie dont on est témoin depuis quelques semaines, là, quelques jours au moins. Sur la séquence, en tout cas, d'ouverture, sur la loi du code, les ordonnances du code du travail et sur celle-ci, moralisation, on voit bien que nos interventions, elles ont de l'écho. Donc de ce point de vue, ça peut servir, même si le rapport de force, pour l'instant, est écrasant et fait que nous n'avons pas des marges de manœuvre. Quoique, ça commence tout doucement à se fragiliser. C'est la loi majoritaire. Jean-Luc Mélenchon le soulignait hier et le reconnaissait hier en Assemblée. Bien sûr, mais on essaye, vous avez peut-être remarqué qu'on essaye quand même de convaincre. Et je pense que tout doucement, y compris à l'intérieur de l'Assemblée, on est en train d'y arriver. Parce que d'abord, il y a les contradictions propres de La République En Marche, avec quelques éléments de fragilité au sein de sa majorité. On a commencé à le voir. Mais nous, on essaye aussi de convaincre. Et on s'adresse à eux de manière rationnelle, en essayant d'appeler à la raison. Voilà, tout simplement. Et il y en a qui essayent de vous convaincre de changer de méthode et de sortir de cette mise en scène, à l'image, par exemple, de Christian Jacob. Écoutez. On est passé du sans cravate au sans veste. Maintenant, les sacs et les paniers à provisions arrivent dans l'hémicycle. Je veux simplement poser la question, jusqu'où va-t-on aller ? Est-ce qu'on va avoir des séances, on va pouvoir venir en short et en tongs ? Est-ce qu'on va venir avec les cagettes de tomates et se les échanger d'une tribune à l'autre ? Alors, on va jusqu'où, finalement, sur les bancs de l'Assemblée ? Écoutez, nous sommes les représentants du peuple français. Et j'ai l'impression que depuis que nous sommes dans l'Assemblée, et sans vouloir trop nous lancer de fleurs, il y a une représentation. La question de la cravate, ça a été surtout une question pour les commentateurs, mais pour nous, ça s'est réglé sur un coin de table en 1 minute à la fin d'une réunion. C'était pas un sujet. Ça tenait à quoi ? Juste le fait que moi, par exemple, pour ma part, je porte quasiment jamais la cravate et je me suis fait élire sans en porter une. Je n'ai pas l'impression de manquer de respect en ne la portant pas. Et ensuite, effectivement, sur la manière d'intervenir et notamment la mise en scène d'hier, il faut qu'on sorte de cette ambiance un peu climatisée où tout le monde dit la même chose avec les mêmes costumes. Il faut faire en sorte de se faire entendre et je pense que pour l'instant, nous y parvenons. Vous estimez que vous êtes la principale force d'opposition à l'Assemblée et peut-être d'ailleurs dans la rue également, progressivement dans la rue. En France aujourd'hui, vous estimez que la France insoumise est la principale force d'opposition ? Ça me semble assez clair. D'abord, nous sommes au niveau de l'Assemblée le seul groupe parlementaire qui a voté à l'unanimité contre la confiance à Édouard Philippe. Et après, c'est vrai, on l'a vu, en tout cas dans cette séquence, c'était très net. Nous marquons le terrain, mais pas pour tirer la couverture à nous ou avoir simplement le sentiment d'être la seule force d'opposition. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et là, c'est vrai que sur ces quelques semaines, nous avons le sentiment de la tâche accomplie. On va faire en sorte de continuer. Et les syndicats, selon vous, sont un peu trop passifs par rapport à la réforme du droit du travail ? Moi, je me garderais bien de commenter les stratégies syndicales. Nous, notre position, vous n'êtes pas en concurrence un peu tous les deux ? Alors là, pour le coup, vous me donnez l'occasion de déclarer
éclaircir quelque chose. Absolument pas. Nous sommes complémentaires. De tradition, toujours, quand il y a des mobilisations syndicales, comme celle qui est appelée le 12 septembre à la rentrée, nous sommes derrière les syndicats. Et nous le serons et nous y avons appelé sans ambiguïté aucune. Par contre, ça ne nous interdit pas, en tant que force politique, qui plus est en tant que groupe parlementaire, de prendre des initiatives. Ça a été le cas notamment déjà au mois de juillet pour rendre compte du travail sur la loi des ordonnances. Et nous appelons également un rassemblement le 23 septembre, qui n'est en rien concurrent avec celui du 12 appelé par la CGT, qui vient se compléter parce que les syndicats sont organisés pour pouvoir mobiliser la semaine et nous pouvons le faire plus facilement le week-end. Voilà. Donc ça participe du mouvement. Je voudrais vous entendre avant qu'on termine sur la situation de Cédric Héroux, cet agriculteur de l'arrière-pays niçois qui vient en aide à des migrants, qui a été mis en examen hier à nouveau et à nouveau interpellé en début de semaine. Est-ce que vous le trouvez hors la loi? Est-ce que vous trouvez que c'est révoltant qu'il soit mis en examen? Absolument, c'est révoltant parce que cette personne nous rappelle, Cédric Héroux, à nos premiers devoirs d'être humain, c'est-à-dire de la compassion. Et comment faire quand on voit une telle souffrance pour ne pas agir comme il le fait? Finalement, c'est un instinct naturel d'humanité, une pulsion de l'humanité. Et je pense que mettre ces gens-là au pilori et médiatique et judiciaire est une erreur. Merci Adrien Quatennens, vous êtes député de la France Insoumise du Nord et vous étiez l'invité de France Info et de l'émission Politique ce matin. Un point complet sur